Voilà, donc on va présenter, Pierre, les différents EPI. On va commencer par le textile. Alors, les différents éléments de la chaîne d'assurage, pour commencer le baudrier, ou le cuissard. Ouais. Alors voilà un cuissard typique qui est constitué de deux parties. La ceinture et également le siège pour passer les deux cuisses. Moi, ce que j'ai vu déjà, c'est des baudriers avec 2 points d'encordement. Voilà, alors dans les baudriers d'initiation, classiquement, on a un pont d'encordement unique qui est très haut, qui est au-dessus du centre de gravité, et avec du réglage par boucle. Et on a effectivement, tu as raison de le dire, des baudriers avec toujours une ceinture et un siège, et où on a 2 ponts d'encordement, un pont d'encordement inférieur et supérieur, reliés par un pontet de rappel. Voilà. On est dans un baudrier qui est également réglable, à taille unique, réglable pour la taille et les cuisses. Donc là, déjà, 2 premiers EPI, voilà, 2 premiers protection individuelle. Tout à fait. En EPS, il n'y a pas intérêt plutôt à choisir quelque chose de plus simple au niveau de l'encordement? Alors, c'est facilement repérable, on ne peut pas les confondre ici, c'est un gros avantage, c'est que l'élève spontanément vient s'encorder ici. Celui-ci, avec les 2 ponts d'encordement, nécessite une vigilance particulière, en particulier pour que les élèves ne confondent pas la petite sangle de centrage du pont d'encordement inférieur pour passer la corde derrière, pour aller chercher le pont d'encordement supérieur. C'est un grand classique, c'est la raison pour laquelle souvent on utilise un pont d'encordement unique. D'accord. Le deuxième équipement qu'on va utiliser, c'est la corde. Premier type de corde, la corde à simple. Alors on verra tout à l'heure dans la gestion et le contrôle qu'il y a différents codes sur les cordes. Là on est sur une corde à simple, une corde courte qui peut servir en site naturel d'escalade, enfin les écoles de faible hauteur, ou en structure artificielle d'escalade. Et on verra tout à l'heure que cette corde est identifiée, elle a un code, elle est identifiée individuellement. On a aussi des cordes de plus grande taille, en particulier quand les voies sont plus grandes. Donc là on a une 70 mètres, couleur unique, toujours corde à simple, toujours repérée, avec le même voilà. On a également, qui peut être utilisé en éducation physique et sportive, je pense surtout à l'AS peut-être, une pratique en falaise, des cordes à double. Alors on a des diamètres plus fins, un code différent, on le verra tout à l'heure, mais surtout on a 2 couleurs de brins différentes, parce que cette corde à double se trouve en son milieu repérée avec un changement de couleur. Donc ici c'est une 100 mètres, 2 x 50 mètres. Les cordes en grande quantité, si on a besoin d'équiper... Alors on a des bobines. Voilà, là ce qu'on a présenté ici, ce sont des cordes qui ont été achetées en poupée. C'est-à-dire que le fabricant a dimensionné la corde, précise la longueur de corde sur la notice et sur l'extrémité de la corde. Mais on peut utiliser des cordes en bobine, et c'est toujours de l'EPI. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, l'enseignant va pouvoir faire un métrage qui lui convient. Il va couper la corde avec un appareil qui permet de le faire. Et une fois que sa corde sera coupée, il va procéder à l'identification de sa corde individuellement. Alors voilà l'appareil classique qu'on utilise pour couper. Mais ça peut être une lame chauffée pour faire fondre et pour faire en sorte qu'à l'extrémité, la gaine ne se désolidarise pas de l'âme. D'accord, voilà. Tout ça, tu nous reparleras de ça quand on... Tout à fait. Tout à l'heure. Voilà. Donc souvent en éducation physique et sportive, comme les murs sont jamais très précisément de la même hauteur, les collègues achètent des bobines et découpent les cordes, de sorte que la corde la plus courte permette d'aller dans les voies les plus longues. Bien sûr. Les sangles maintenant, peut-être, il y avait des... Alors, on utilise parfois pour faire la manœuvre de maillon au sommet de la voie, ou pour descendre en rappel, on peut utiliser des longes. Donc ça, c'est un EPI, pareil, c'est marqué, il y a une norme, il y a une référence, ça tient, normalement, si c'est aux normes, ça tient une tonne 5. Et ça vient se mettre sur le baudrier. Voilà. Donc on a parfois, enfin jusqu'à maintenant, on remplaçait ça par des cordes qu'on tressait avec un 8 sur le baudrier et au bout on refaisait une boucle. Voilà. Donc maintenant on est obligé d'utiliser cet EPI. C'est un EPI. Parfois les collègues remplacent ça par des sangles en polyamide qui n'ont pas du tout la même capacité dynamique que la corde.
Donc ça, faire une tête d'alouette sur le baudrier et mettre un mousqueton au bout pour se vacher, c'est du contre-usage. Ça ne se fait pas parce que s'il y a une chute, ça ne va pas absorber. Ça s'allonge moins. Ouais. Voilà, ça s'allonge moins. Alors qu'ici, on a déjà de l'amortissement. Hein, donc ça diminue la force de choc subie par le grimpeur. Et assez récemment, les fabricants ont utilisé une autre fibre, qui est une fibre d'Inema, beaucoup plus fine. Donc si on regarde la norme de résistance, on est à 22 kN, donc on est à la même résistance. En revanche, on a une fibre qui ne s'allonge pas du tout. Donc ça n'absorbe pas du tout la chute. Donc on a des forces de choc qui sont vite élevées avec ça. Donc ça, c'est vraiment à ne pas utiliser dans un cadre, un usage courant en éducation physique et sportive, même en AS. Pour terminer, si on fait de la descente en rappel, on peut utiliser des ficellous. Des ficellous, c'est-à-dire de la cordelette, pour descendre en rappel, avec un nœud de jonction qui est obligatoire. Hein, et cette cordelette doit être d'un diamètre forcément supérieur à 4 mm. Là, on a des diamètres qui sont parfois un petit peu supérieurs. Hein. Et à nouveau, ça doit suivre un contrôle. Eh ben, je te remercie. Hein. Voilà, on a fait le tour du textile. Bon, alors on va continuer avec le matériel métallique, Pierre? Oui, on continue. Ouais. On commence par le 8. Le 8. Alors, on est sur les systèmes d'assurage. On a deux matériels différents. On a un mousqueton, qu'on appelle dans la norme le connecteur, en fait, hein, un mousqueton de sécurité, et le système d'assurage, le 8, qui est classiquement utilisé, mais il est voué à disparaître. Hein. D'accord. On utilise autre chose maintenant. Donc, voilà, sur les mousquetons, on a des mousquetons en forme de poire qui sont repérés avec un H entouré pour HMS. Hein. Des mousquetons à vis. Et on a également le même mousqueton en forme de poire, mais avec une bague automatique. C'est quoi la différence exactement là-dessus? Alors la différence, c'est que simplement, ici il y a un repère rouge. Si l'élève oublie de fermer le mousqueton, son collègue qui vérifie s'il a bien fermé le mousqueton à vis peut lui signaler, ou l'enseignant, et l'enseignant qui vérifie également. Ici, le problème ne se pose plus, puisque la fermeture est automatique. D'accord. Hein. Là, on a un système en K-lock et qui est avec une bague à ressort qui se ferme toute seule. Hein. D'accord. Par contre, je vois marqué là, marquage CE, et puis à côté UIAA. Voilà, alors il ne faut pas confondre la norme européenne de conformité au label. L'UIAA, qui veut dire Union internationale des associations d'alpinistes, est un label de qualité, comme le label rouge sur le jambon, ni plus ni moins. Et c'est un très vieux label, c'est-à-dire que l'UIAA faisait des tests sur le matériel. Alors sur un mousqueton, pour avoir le label, ça répond à un certain nombre d'exigences sur ce matériel de sécurité. Il faut par exemple, une des normes du label, c'est que sous charge, le mousqueton doit être capable de s'ouvrir et de se refermer, sans contrariété. Voilà. C'est pas nécessaire. D'accord. Sur les mousquetons, sur les connecteurs, par contre, que la norme CE soit présente, ça c'est plus que recommandé. Bien. Voilà pour les systèmes d'assurage, les mousquetons. Je reviens juste sur un mousqueton UIAA, mais qui n'a pas la marque CE, qu'est-ce que j'en fais? Ça veut dire qu'il est vieux, et a priori, il est au rebut. D'accord. Hein, il faut le mettre au rebut. Alors, on a un mousqueton ici, on voit bien la différence. Là, Pierre, je pense que tu fais la différence. Hein, on a une forme de poire ici, et une forme plus petite qui n'est pas en poire. Et les ouvertures sont plus importantes sur les formes poire. Et puis, ça permet également d'autres manœuvres. On ne rentre pas dans les détails. D'accord. Hein. On a un système qui va remplacer le 8, qui toronne les cordes. Ça va être toujours utilisé en canyon, en escalade moins. Et on a aujourd'hui des systèmes, alors certains disent des paniers, d'autres des tubes. On a un système frein avec une corde qui vient dans la gorge et qui est pincée dans une gorge crantée. Voilà, alors il y a différentes marques, hein, différents modèles. Ici, on peut utiliser des cordes à simple et des cordes à double. D'accord. Hein, bien. Parfois, on peut remplacer ce système. Alors, on a un matériel qui vient de sortir sur le marché qui a une forme un peu bizarre, mais qui est très polyvalente. C'est comme un panier, ni plus ni moins, alors pour corde à simple. Ça s'appelle le ClickUp. Et alors, on ne va pas faire de publicité pour la marque, mais il y a un gros avantage, c'est que ce système peut venir se bloquer. C'est pas considéré comme un autobloquant, c'est toujours un frein.
mais le click-up, c'est le mousqueton qui vient se mettre en butée en cas de chute et qui vient passer très très fortement la corde au point que la chute au sol n'est plus possible. D'accord. Donc c'est quand même une avancée technologique intéressante. Et puis des systèmes beaucoup plus compliqués. Alors le premier système, c'est le gris-gris, où on a un système avec une came mobile qui vient pincer la corde ici, tu vois, en cas de chute, avec une poignée, mais on peut considérer qu'en scolaire, c'est pas recommandé, parce que si on bloque la came, ça risque de descendre trop rapidement. Ça risque de descendre trop rapidement, ça nécessite un peu de maîtrise, ça peut être rassurant pour la moulinette, mais c'est pas recommandé. Et puis une évolution de ce système, pour éviter que l'élève tire trop, par réflexe tire sur la poignée, un système plus compliqué, qui est tellement cher qu'il n'est absolument pas populaire. Bien. Pour terminer sur le métallique peut-être, les dégaines. Parce que je pense qu'en éducation physique, les élèves sur le niveau lycée sont amenés à grimper en tête. Alors on a deux types de, on a deux types de dégaines différentes. Alors on a sur ce pays à nouveau du textile, la sangle, qui répond à sa propre norme, 22 kN, et on a les deux connecteurs au bas. Sur la dégaine, il faut savoir que le mousqueton qui est le plus fragilisé en cas de chute est le mousqueton du bas. C'est la raison pour laquelle, pourquoi il est fragilisé, parce que quand on a une chute, le mousqueton prend de la vitesse, il tape, et sur un blocage du mouvement en translation, qu'est-ce qui se passe? Le doigt ayant accumulé une certaine quantité d'énergie, il vient s'ouvrir et se referme. Bien. Donc, pour le protéger, ce mousqueton du bas, on a des systèmes qui bloquent la sangle sur le mousqueton pour lui éviter de travailler sur le petit axe. Eh oui. Parce qu'on verra sur les marquages qu'évidemment la résistance au petit axe elle doit être marquée sur le tien. Là on a 6 kN effectivement dans ce sens-là. Alors que dans le grand axe, on dépasse normalement 25. Voilà, on est à 23, 25. Donc il faut éviter que le mousqueton travaille dans le petit axe. Kilonewton, c'est quoi grosso modo par rapport au... Donc 25 kN, ça fait 2500 kg. 2500 kg, voilà. On peut faire on atteint 2500 kg. Non, dans les chutes on n'atteint pas les 2500 kg. Sur des chutes, on dépasse rarement, même dans les chutes en bas, avec des forces de choc qui sont relativement élevées, on est très en dessous de la tonne. D'accord. Hein, même avec l'accélération de l'élève du grimpeur. Voilà. Voilà. EPI, les deux sont les trois. Tout à fait, les trois. Hein, on a les connecteurs, le mousqueton, la sangle, et on a choisi deux dégaines. Pourquoi? Parce que on a des mousquetons également à fil qui donnent comme résultat d'avoir des ouvertures moins élevées en cas de chute. Hein, quand ça vient taper, le mousqueton s'ouvre beaucoup moins avec un fil qu'avec un doigt plein, parce qu'il y a moins de matière, donc la quantité de mouvement est inférieure. Voilà pour le matériel métallique. Bon, on termine peut-être sur les équipements de protection individuelle avec le casque. Voilà, alors les casques, ça ne sert pas en structure artificielle d'escalade, hein, c'est quand on sort en site naturel d'escalade. Il est obligatoire sur la tête des enfants. Et il protège le grimpeur en cas de chute, quand il est en position leader, hein, essentiellement, parce qu'on ne se retourne pas quand on est en moulinette. Et il protège également l'assureur en cas de chute de pierre. Voilà. Donc également un EPI. Tout à fait. Et là, il n'est pas marqué, parce qu'on n'a pas le droit de faire du marquage sur la coque pour l'identifier. D'accord. Voilà. Donc il faut trouver un système de marquage par étiquette différent. Voilà. Go. Bon alors pour résumer, concrètement, moi demain je retourne dans mon collège. Quels EPI j'utilise? Quels sont les EPI que je dois surveiller? Eh ben, on a vu ensemble, Pierre, d'abord le textile, donc les baudriers, les cordes et les sangles, bien, pour le textile, et ensuite pour le matériel métallique, les mousquetons de sécurité, les dégaines, qu'on peut utiliser en site naturel ou en structure artificielle, et les systèmes d'assurage. Et le casque. Et le casque, évidemment, le casque est là.